ma belle-fille a servi la tarte avant même que je ne sois assise, et pas à moi. Mais à tous les autres, déposant une part devant sa mère, sa sœur, le mari de sa sœur et ses 2 enfants. Transportant les assiettes depuis la cuisine à 2 mains en faisant 2 voyages sans jamais poser son regard sur moi, et quand la table fut pleine et que les fourchettes s'agitaient déjà, elle s'est enfin tournée vers moi pour me dire avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh. Nous n'étions pas sûrs que tu en voudrais, Simone, tu avais mentionné que tu surveillais ton sucre. Je l'avais mentionné une seule fois, il y a 8 mois. Lors d'un autre dîner, et j'ai regardé la tarte, une tarte tatin caramélisée, le genre que mon défunt mari Jean-Pierre achetait à la pâtisserie de la rue de la Paroisse chaque mois de novembre. Puis j'ai regardé mon fils Cédric qui mangeait. Déjà, qui n'avait rien remarqué ou qui avait décidé de ne pas le faire, alors. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé lentement car ma hanche me fait souffrir depuis janvier et j'ai dit très calmement, je pense que je vais rentrer. Personne ne m'a retenu et j'ai conduit les 12 minutes qui me séparaient de ma maison, celle que Jean-Pierre et moi avions achetée en 1987. Celle où Cédric a appris à faire du vélo dans l'allée, celle pour laquelle je paie encore la taxe foncière chaque année sans jamais manquer un versement. Je me suis fait une tasse de thé et je suis resté assise à la table de ma cuisine. Dans le noir pendant un long moment en pensant que cela durait depuis 2 ans. Mais je ne m'étais simplement pas autorisé à le dire à voix haute jusqu'à présent. Mon fils ayant épousé Aurélie il y a 6 ans en septembre dans un domaine viticole près de Saint-Émilion lors d'un mariage magnifique où je portais la robe bleue que Jean-Pierre aimait tant. J'avais dansé avec Cédric sur une chanson de Francis Cabrel, et j'avais pleuré, de ces bonnes larmes qui viennent quand on est si pleine de bonheur qu'on déborde, et j'aimais Aurélia. L'époque car elle était vive. Drôle et faisait rire Cédric d'une manière que je n'avais plus vue depuis son adolescence, et elle m'appelait par mon prénom dès le début, ce que j'appréciais alors que certaines belles-mères s'en offusquent. Les 2 premières années étaient agréables, nous passions Noël ensemble, nous partions un week-end prolongé sur le bassin d'Arcachon où nous louions une maison et où Cédric avait pêché un bar presque trop gros pour être pris en photo. Et je gardais leur fille Léa les week-ends lorsqu'ils avaient des sorties, n'arrivant jamais sans invitation et n'offrant jamais d'avis non sollicités sur leur maison ou leur choix. Car j'avais vu assez d'amis gâcher les choses par leur présence envahissante et j'étais déterminé à ne pas être ce genre de mère. Jean-Pierre est mort au printemps de la 3e année d'un cancer du pancréas, foudroyant, comme on dit quand on veut signifier que c'était une grâce car il n'a pas souffert, mais aussi qu'il n'y a eu aucun temps pour se préparer, il était là et puis il n'était plus là. 41 ans de mariage. Et soudain je me retrouvais à dîner seul un mardi soir devant le journal télévisé. Je pense que c'est là que les choses ont basculé entre Aurélie et moi, même si je ne l'ai pas compris tout de suite, car elle n'a jamais su quoi faire face au chagrin. Je l'ai vue aux funérailles dans sa manière de rester légèrement à l'écart et de présenter des condoléances sèches et formelles. Comme si elle lisait une carte de vœux, elle n'était pas froide exactement, elle n'avait juste pas les outils pour gérer cela. Et j'étais une femme en deuil qui avait besoin de choses qu'elle ne savait pas donner, ce qui, je pense, l'a effrayée. J'ai essayé de ne pas trop en demander, vraiment, j'appelais Cédric le dimanche, je passais une fois par mois, parfois 2 quand Léa me réclamait spécifiquement, et j'apportais toujours quelque chose, rien d'extravagant. Juste un cake aux olives fait maison, un livre que je pensais qu'il aimerait. Un pull pour Léa trouvé au marché de Versailles, en envoyant toujours un SMS avant de venir et en partant toujours avant qu'il ne soit tard. Mais j'ai commencé à remarquer des détails, la façon dont Aurélie quittait la pièce à mon arrivée. Pas de manière flagrante ou impolie, juste une lente migration vers la cuisine. Vers son téléphone ou vers un endroit où je n'étais pas. Et la façon dont elle répondait aux questions posées à Cédric avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. Me disant, Simone, nous ne pourrons pas venir pour l'anniversaire en mars, nous en avons discuté et nous avons décidé de rester tranquilles. Comme une porte fermée là où une conversation aurait dû avoir lieu. Même Léa a commencé à m'appeler, Mamie Simone, au lieu de simplement, Mamie,
et quand j'en ai parlé légèrement à Cédric, il m'a dit que Léa avait 2 grands-mères maintenant. Et que cela aidait à les différencier, sauf que la mère d'Aurélie, qui vivait à 40 minutes. Qui était de tous les événements scolaires, de tous les anniversaires et de tous les mardis, était simplement « mamie », tandis que j'étais celle avec un qualificatif. Je me disais que ce n'était rien, que j'étais trop sensible, que le deuil m'avait rendue poreuse et que j'interprétais mal les choses parce que j'étais seule et que Jean-Pierre n'était plus là pour me dire que j'étais ridicule, lui qui m'aurait tendu une tasse de thé en disant gentiment « Simone, tu dramatises encore », et j'aurais ri en le croyant, mais il n'était plus là et les choses que je remarquais ne s'arrêtaient pas. C'est mon anniversaire en février qui a finalement rendu tout déni impossible, 72 ans, pas un cap symbolique, juste un anniversaire, et je n'attendais pas de fête, j'espérais peut-être un appel, une invitation à dîner, quelque chose. Mais Cédric m'a envoyé un SMS à 11h47 du matin disant « Joyeux anniversaire maman, passe une excellente journée, on s'appelle bientôt », et c'était tout, pas d'appel, pas de visite, aucune mention d'une rencontre. J'ai attendu, me disant qu'ils étaient occupés, que Cédric venait de commencer un nouveau projet d'ingénierie civile avec des horaires interminables et que Léa avait un rhume, alors je me suis préparé mon propre dîner d'anniversaire. Un poulet rôti au citron et au thym selon la recette de ma belle-mère, j'ai ouvert une bouteille de Sancerre d'un domaine que nous avions visité l'été avant qu'il ne tombe malade. Et je suis resté à table en mangeant sans pleurer car je m'étais promis après la mort de Jean-Pierre de ne pas devenir une femme qui s'apitoie sur son sort. Mais ce soir-là, dans mon lit, j'ai compris ce que je refusais de voir depuis des mois, ce n'était pas le deuil qui me rendait poreuse, ni la sensibilité, c'était un schéma délibéré et constant qui avait une direction précise, on m'évinquait. Pas de façon dramatique ou cruelle au point de pouvoir le dénoncer, mais régulièrement, comme l'eau use la pierre, je devenais quelqu'un que Cédric voyait pour les grandes occasions, à qui il envoyait des SMS pour les anniversaires mais à qui il ne pensait plus vraiment à téléphoner. Et je laissais faire par peur de l'alternative, peur qu'en réagissant je ne le perde entièrement, alors j'ai passé une semaine avec cette peur, puis j'ai pensé à Jean-Pierre qui était la personne la plus honnête que j'ai connue et à ce qu'il dirait. Il dirait, tu ne peux pas perdre ce qui s'en va déjà, alors j'ai appelé Cédric un dimanche et cette fois, quand il a demandé, comment vas-tu maman, avec ce ton distrait qui signifiait qu'il regardait son ordinateur, je n'ai pas répondu comme d'habitude. J'ai dit, Cédric, j'ai besoin de te parler, pas aujourd'hui au téléphone, pouvons-nous prendre un café cette semaine, juste toi et moi. Il y a eu un silence, puis il a accepté en demandant si tout allait bien, ce à quoi j'ai répondu que j'allais bien mais que je voulais simplement discuter, et nous nous sommes retrouvés dans un café de la rue de Passy un mercredi matin où il était déjà arrivé. Ce qui m'a surprise car il est souvent en retard. Il avait l'air fatigué, il a commandé un expresso double et moi un thé, nous avons parlé de son travail un moment, puis j'ai posé ma tasse et je l'ai regardé en lui disant « Je veux te dire ce que je ressens, et je veux que tu m'écoutes avant de répondre. » Il a alors posé son téléphone face contre table, un petit geste qui a compté énormément pour moi. Je lui ai parlé du SMS d'anniversaire, du schéma que j'avais remarqué, sans l'accuser ni faire une liste de griefs, décrivant simplement ce que cela faisait d'être à l'extérieur de sa vie en regardant par la fenêtre. En lui précisant que je comprenais que sa famille prioritaire était désormais Aurélie et Léa et que je ne leur en voulais pas, que j'avais essayé d'être une belle-mère discrète respectant leur espace sans rien demander d'eux. Déraisonnable. Mais Cédric, ai-je dit, je t'ai fait des gâteaux pendant 40 ans, je ne pense pas que ce soit trop demandé que de pouvoir manger une part de tarte à ta table sans me sentir invisible. Il est resté silencieux longtemps, faisant tourner sa tasse entre ses mains comme il le faisait petit garçon quand il réfléchissait, puis il a enfin dit qu'il n'avait pas réalisé, ce à quoi j'ai répondu que je le savais mais qu'il aurait dû s'en apercevoir, et il s'est excusé.
Pas d'une excuse parfaite, mais avec la prudence de ceux qui protègent ceux qu'ils aiment, et j'ai compris qu'il n'allait pas rentrer pour faire des reproches à Aurélie, ce que je ne lui demandais pas d'ailleurs. Je lui ai juste demandé d'être un peu plus présent pour moi, d'appeler au lieu d'écrire, de m'inclure et de remarquer ma présence. Il a promis d'essayer et je l'ai cru, en grande partie. Ce qui a changé après cette conversation n'a pas été spectaculaire mais subtil. Cédric s'est remis à appeler le dimanche, a vraiment appelé, il m'a invité à dîner, juste nous trois et Léa, et Aurélie a été poli. De cette politesse appliquée de quelqu'un à qui on a demandé de l'être. Mais elle a mis un couvert pour moi à table, m'a interrogé sur ma hanche et m'a servi en premier. Je n'attendais pas de chaleur humaine immédiate, j'acceptais ce cadre, mais il se passait autre chose durant ces mois, quelque chose que je n'avais pas dit à Cédric car c'était à moi. J'avais commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale pour aider au programme d'alphabétisation des adultes les mardis et jeudis après-midi. J'étais passé devant l'affiche pendant 2 ans sans m'arrêter, et un jour de mars, quelques semaines après mon anniversaire, je m'étais simplement garé pour entrer. Rencontrant la coordinatrice, Bernadette, une femme de 68 ans. Ancienne directrice d'école à la retraite avec des cheveux blancs courts, un rire énorme et des avis tranchés sur tout. Elle m'avait fait visiter et m'avait confié un dossier en disant « Vous aurez votre premier élève mardi prochain. Il s'appelle Pascal, il a 53 ans. Il a conduit des chariots élévateurs pendant 20 ans et il veut apprendre à lire assez bien pour lire une histoire le soir à sa petite fille, ne le faites pas se sentir diminué. » Je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis assise dans le fauteuil de Jean-Pierre, celui en cuir marron dans le coin du salon que je n'avais pas eu le courage de déplacer, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'utilité. Pascal et moi nous sommes vus tous les mardis. Pendant 7 mois, il était lent, appliqué et sérieux, comme le sont les gens. Quand une chose leur tient énormément à cœur, et en juin, il m'a lu 3 pages du Petit Prince, sans s'arrêter. Je ne lui ai pas dit que c'était l'un de mes livres préférés, j'ai juste dit, c'était très bien, Pascal, continuons. Bernadette et moi sommes devenus amis comme on le devient à un certain âge. Rapidement et sans préambule, car on n'a plus le temps de prétendre être quelqu'un d'autre, nous prenions un café après les séances, nous nous plaignions de nos genoux. Elle m'a raconté son divorce qui avait surpris tout le monde et je lui ai parlé de Jean-Pierre, de Cédric et de mon anniversaire solitaire. Tu sais quel est ton problème, m'a-t-elle dit un jour, et j'ai répondu que je me doutais qu'elle allait me le dire, alors elle a ajouté, tu attendais qu'il revienne vers toi, mais tu dois construire quelque chose vers quoi il puisse avoir envie de revenir. J'y ai réfléchi longuement, et le novembre suivant, j'ai décidé d'organiser Noël, ce qui était en soi une déclaration car la famille d'Aurélie organisait Noël chaque année depuis leur mariage dans la maison de sa sœur près de Fontainebleau, un trajet où je m'étais rendu 2 fois. Assise à une table avec 30 inconnus en souriant pendant 8 heures avant de rentrer. Seul le lendemain. La 3e année je n'avais rien dit et on ne m'avait pas invité, la 4e et la 5e non plus, mais ce mois d'octobre, j'ai appelé Cédric pour lui dire que j'aimerais recevoir pour Noël chez moi, lui, Aurélie et Léa, que je m'occuperais de tout, du chapon, des toasts au foie gras, de tout le repas, que je voulais juste que nous soyons ensemble. Il a dit qu'il devait voir avec Aurélie et a rappelé 2 jours plus tard pour dire qu'il viendrait pour le réveillon du 24, mais qu'il partirait à Fontainebleau le jour de Noël. Ce n'était pas exactement ce que j'avais demandé. Mais j'ai répondu que le réveillon serait merveilleux. J'ai passé 3 semaines à préparer, j'ai sorti la belle vaisselle avec le liseré bleu que la mère de Jean-Pierre avait ramené de Limoges, j'ai retrouvé la nappe de Noël au fond du placard encore repassé, et j'ai fait des sablés avec Léa car elle et moi avions nos propres mardis depuis octobre. Juste toutes les deux pendant que Cédric travaillait tard et qu'Aurélie était à son cours de poterie. Elle m'aidait à découper des formes d'étoiles et de sapins, tellement concentrée et sérieuse que je devais me détourner un instant pour qu'elle ne voie pas mon sourire, et
Quand Aurélie est venue la chercher le 23 au soir, nous avons ouvert une bouteille de vin. Elle a apporté un morceau de vieux comté du marché et nous sommes restés près de la cheminée jusqu'à 22 heures à parler de tout et de rien. Tu as l'air différente, Simone, m'a-t-elle dit en boutonnant son manteau. J'ai demandé en quoi et elle a répondu, plus légère, puis elle m'a regardé et quelque chose a changé dans l'air, et après son départ, j'ai réalisé que la maison était calme mais que c'était un calme avec lequel j'avais fait la paix. Les décorations sur la cheminée, la vaisselle prête, une vieille décoration de Noël que Cédric avait faite en maternelle et que j'avais gardée toutes ces années suspendue au sapin. Elle avait raison. Quelque chose avait changé car j'avais cessé d'organiser ma vie autour de l'absence de mon fils pour la remplir avec ce qui m'appartenait, la bibliothèque, Bernadette, la lecture appliquée de Pascal. Les après-midi avec Léa qui me racontait la vie de ses camarades de classe avec une précision de documentariste, le vin de Sancerre. Le fauteuil de Jean-Pierre. Je n'avais pas cessé d'aimer mon fils ni de vouloir qu'il soit proche de moi, mais j'avais cessé d'attendre. Le soir du réveillon. Été glacial, un froid sec sur la région parisienne qui ne se discute pas. Cédric et Aurélie sont arrivés à 17h30, Léa déjà en pyjama. Sous son manteau, serrant le cadeau qu'elle avait fabriqué à l'école. Une coupelle en argile un peu bancale peinte en rouge avec écrit « Pour les clés de Mamie » en dessous. Je l'ai posée sur la console de l'entrée, juste à côté de la porte, et j'y ai mis mes clés immédiatement sous le regard sérieux de Léa qui m'a demandé si j'aimais, ce à quoi j'ai répondu que c'était le cadeau le plus utile que j'ai jamais reçu, et elle a rayonné. Le dîner était réussi, le chapon était parfait car je l'avais fait mariner toute la nuit comme ma sœur Colette me l'avait appris autrefois. Aurélie a complimenté le foie gras et le compliment était sincère, je sentais la différence maintenant. Cédric a raconté une longue anecdote sur un problème au bureau qui a fait rire tout le monde, et Léa a mangé 4 sablés avec une assurance totale après m'avoir demandé combien c'était. Trop. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas le Noël idéal que j'aurais planifié dans un monde imaginaire car Aurélie et moi gardions cette politesse qui n'était pas tout à fait de la chaleur, une distance prudente avec laquelle j'avais fait la paix. Et Cédric oubliait encore parfois d'appeler si je ne le faisais pas en premier, mais nous étions ensemble à table, j'avais dressé cette table et il était venu. Après le dîner, quand Léa s'est endormie sur le canapé. Sous la vieille couverture de Jean-Pierre et qu'Aurélie était dans la cuisine. Cédric et moi sommes restés au salon avec notre thé, le feu baissé et les guirlandes clignotaient doucement. Il a dit, c'était bien, maman, j'ai acquiescé. Il a regardé les flammes un instant puis a ajouté, je suis désolé d'avoir oublié ton anniversaire, vraiment, et j'ai répondu que je le savais. Il a posé sa main sur la mienne un instant, comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait peur, mais le geste était inversé maintenant, c'était lui qui me rassurait, et cette inversion était la chose la plus honnête de toute la soirée. J'ai pensé à Jean-Pierre, je pensais toujours à lui, mais ce soir-là. C'était un souvenir doux et non plus une douleur tranchante, j'ai pensé à Pascal lisant Le Petit Prince, le mardi après-midi, à Bernadette me disant de construire quelque chose, et j'ai réalisé que j'avais bâti ce foyer. Ce n'était pas la fusion que j'avais imaginée au mariage de mon fils, c'était plus petit. Mais c'était réel et c'était à moi, et il y était revenu. Dehors, le vent soufflait, rappelant que le monde est vaste, que le froid n'est pas une punition, mais juste une saison, et que le printemps finit toujours par revenir même quand on n'y croit plus. Léa s'est retournée dans son sommeil et j'ai fini mon thé en me disant que c'était suffisant. Que dans cette maison, avec ce calme particulier, c'était assez. J'ai beaucoup réfléchi depuis ce Noël à ce qu'il faut pour garder sa dignité quand quelqu'un vous l'enlève silencieusement, car cette érosion ne prévient pas. Aurélie n'a jamais crié, Cédric n'a jamais été cruel, c'était des petites choses, une assiette servie en dernier. Un anniversaire fêté par SMS, une porte techniquement ouverte mais jamais accueillante. Je me rends compte aujourd'hui que rester silencieuse n'était pas
De la gentillesse mais de la peur déguisée en patience, j'avais tellement peur de perdre Cédric que j'acceptais de moins en moins de place dans sa vie en appelant cela de la tolérance alors que c'était une disparition lente. Et cette discussion au café de la rue de Passy fut l'une des choses les plus dures que j'ai faites car j'ai dû dire tout haut ce que je prétendais être faux, ce qui vous coûte quelque chose mais vous rend aussi votre propre voix. Ce que je me suis rendu ce matin-là, c'était ma dignité, et une fois retrouvé, je ne me suis plus arrêté, entre la bibliothèque, Bernadette et Pascal qui suit chaque ligne du doigt avec un sérieux total. Ces choses n'ont pas remplacé ce que j'ai perdu avec Jean-Pierre ni comblé l'écart créé par la distance de Cédric, elles sont devenues mon univers à moi, car il y a une différence entre une vie passée à attendre le retour de quelqu'un et une vie qui existe par elle-même. Léa a accroché sa décoration cette année sur mon sapin, sa coupelle en argilet. Toujours près de la porte et j'y dépose mes clés chaque fois que je rentre, ce sont des détails mais une vie est faite de l'accumulation de ces petits riens. Les grands gestes sont ceux dont on se souvient. Mais les petites choses sont celles qui nous soutiennent. J'ai choisi l'honnêteté avec Cédric au lieu du silence, cela m'a coûté un certain confort et l'illusion d'une relation facile. Mais j'ai obtenu quelque chose de plus vrai, j'ai choisi de construire une vie qui ne dépendait pas de sa présence. Et j'ai gagné la capacité d'être sincèrement heureuse quand il est là. Cédric a appelé dimanche dernier sans que je ne le sollicite, nous avons discuté 40 minutes de tout et de rien, il m'a dit que Léa voulait devenir biologiste marine après avoir voulu être chef cuisinière puis astronaute, et il a ajouté en riant, elle tient ça de toi. Ce truc où elle change d'avis sur ce qu'elle veut faire mais jamais sur qui elle est, je n'ai rien dit pendant une seconde puis j'ai répondu que c'était une chose très gentille à dire, je le pensais vraiment, et je crois que lui aussi.